Dans un couloir stérile d'une usine de défense située dans l'État du Massachusetts, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'air semble vibrer d'une énergie invisible. Nous sommes en l'année 1945, à un moment où le monde entier se trouve suspendu entre la fin d'un conflit dévastateur et l'inconnu d'un avenir technologique encore difficile à imaginer. Les murs épais abritent des machines conçues pour voir l'ennemi avant qu'il n'apparaisse, des systèmes de radar capables de détecter des avions à des kilomètres de distance, et des dispositifs alimentés par des forces que l'on ne peut ni voir ni toucher. À cette époque, la technologie est synonyme de puissance, et la puissance est devenue une question de survie. Dans ce décor, un homme avance sans attirer l'attention. Il porte une blouse de laboratoire et marche avec calme, presque distraitement, au milieu du bourdonnement continu des appareils électriques. Son nom est Percy Spencer, un ingénieur autodidacte travaillant pour l'entreprise Raytheon. Il ne sait pas encore que, dans quelques instants, un événement apparemment insignifiant va ouvrir la porte à une transformation profonde de la vie quotidienne moderne. À l'extérieur de ces murs, le monde apprend encore à vivre avec la notion de radiation. Les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki viennent à peine d'être anéanties par la force de l'atome, et l'idée même d'une énergie invisible inspire autant de fascination que de peur. Le mot micro-ondes n'appartient pas encore au langage courant, et l'idée de cuire des aliments à l'aide de vagues invisibles semblerait, pour la plupart des gens, soit absurde, soit profondément inquiétante. À l'intérieur du laboratoire, cependant, la guerre se manifeste sous une autre forme. Les machines émettent des fréquences, déplacent des électrons et exploitent des tubes appelés magnétrons, conçus pour concentrer et diriger des ondes électromagnétiques. Tout ici est pensé pour le combat, pour la détection, pour la supériorité stratégique. Et pourtant, au milieu de ces inventions nées du conflit, quelque chose d'étrangement intime se produit. Alors qu'il traverse le couloir, Percy Spencer ressent une sensation inhabituelle. Dans la poche de son pantalon, un objet semble s'être ramolli. Intrigué, il s'arrête, plonge la main dans sa poche et en sort une barre de chocolat aux arachides. Elle n'est plus solide. Elle a fondu, transformée en une masse collante et informe. Il n'y a pas de source de chaleur évidente, pas de flamme, pas de plaque brûlante. Juste des machines silencieuses et une énergie que personne ne perçoit directement. Spencer ne panique pas. Il ne se contente pas non plus de hausser les épaules et de continuer sa journée. Il observe la barre fondue avec attention, comme s'il tenait entre ses doigts une question à laquelle il n'existe pas encore de réponse. À cet instant précis, sans bruit, sans témoins et sans applaudissements, une révolution commence à prendre forme. Elle ne commence pas par une annonce officielle ni par un plan soigneusement établi, mais par une simple curiosité née d'un accident. Ce moment, presque trivial, contient déjà la promesse d'un bouleversement à venir. La chaleur qui a fait fondre ce chocolat est invisible, mal comprise et totalement incontrôlée. Elle ne ressemble à aucune forme de cuisson connue jusqu'alors. Et pourtant, c'est ici, dans ce couloir anonyme, que débute l'histoire d'une invention qui transformera la manière dont des milliards de personnes prépareront leur repas. La révolution commence sans bruit, portée uniquement par une question silencieuse: pourquoi cela s'est-il produit? Percy Spencer n'aurait jamais dû devenir ingénieur, du moins si l'on se fie aux règles sociales et académiques de son époque. Il est né en l'année 1894, dans une région rurale de l'État du Maine, loin des grandes universités, des laboratoires prestigieux et des cercles scientifiques influents. Son enfance est marquée très tôt par la perte et la précarité. Orphelin alors qu'il n'a que 10 à 8 mois, il est élevé par une tante et un oncle modestes, dans un environnement où la survie quotidienne laisse peu de place à l'éducation formelle. Il quitte l'école très jeune, sans avoir terminé ce que l'on appellerait aujourd'hui l'enseignement primaire. Il n'y a pas de diplôme accroché au mur de son avenir, pas de professeur célèbre pour guider ses pas de parcours académique tracé à l'avance. Pourtant, dès son adolescence, une chose le distingue profondément des autres: une curiosité presque obsessionnelle pour le fonctionnement du monde. Là où certains acceptent les phénomènes comme des faits immuables, Spencer ressent le besoin de comprendre, de démonter, de reconstruire. Il apprend seul, souvent de nuit, à la lumière d'une lampe, en lisant des manuels techniques et des ouvrages scientifiques qu'il se procure difficilement. Il étudie l'électricité, le magnétisme, les ondes radio et le fonctionnement des tubes à vide, non pas par obligation, mais par fascination. Cette formation autodidacte façonne chez lui une manière de penser très particulière, profondément ancrée dans l'expérimentation concrète plutôt que dans l'abstraction théorique. Avec le temps, cette approche le conduit à travailler sur les systèmes radio, puis sur les technologies de radar, un domaine en pleine expansion à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Malgré l'absence de titres universitaires, ses compétences pratiques et sa compréhension intuitive des dispositifs électroniques le rendent indispensable. Lorsqu'il rejoint l'entreprise Raytheon, il ne le fait pas en tant que simple exécutant, mais comme un esprit capable de résoudre des problèmes complexes là où d'autres échouent. Ses collègues le décrivent plus tard comme un homme discret, peu porté sur les discours, mais doté d'une concentration intense. Il n'est ni flamboyant ni démonstratif. Il observe, il écoute. Et surtout, il prend le temps. Là où d'autres passent rapidement à l'étape suivante, Spencer s'attarde sur les détails qui semblent insignifiants. Un bruit inhabituel, une chaleur inattendue, une réaction imprévue ne sont jamais pour lui de simples anomalies à ignorer.
Cette habitude de s'arrêter, de réfléchir et de tester encore et encore constitue le cœur de son génie. Il ne cherche pas à inventer pour inventer. Il cherche à comprendre. Pour Percy Spencer, chaque phénomène étrange est une invitation non pas à être évité, mais à être exploré. Sans le savoir, c'est précisément cette attitude, forgée par une vie sans raccourci ni privilège, qui va transformer un incident banal en une découverte capable de modifier le quotidien de l'humanité entière. Un jour ordinaire, au cœur des installations de Raytheon, Percy Spencer se tient devant un magnétron de radar en fonctionnement. Cet appareil, conçu pour produire des ondes électromagnétiques concentrées, constitue l'un des éléments essentiels des systèmes de détection utilisés pendant la guerre. Dans la pièce, l'air est rempli d'un bourdonnement grave et constant, une présence sonore discrète qui accompagne le travail quotidien des ingénieurs. Rien, en apparence, ne distingue ce moment des innombrables vérifications techniques que Spencer a déjà effectuées. Pourtant, quelque chose attire son attention. La barre de chocolat qu'il avait rangée dans sa poche a fondu à nouveau, et cette fois-ci, le phénomène semble se produire plus rapidement et de manière plus ciblée. Spencer remarque que cela se produit uniquement lorsqu'il se tient à proximité immédiate du magnétron en activité. La chaleur ne provient pas de la surface de la machine, qui reste relativement froide au toucher. Elle ne peut pas non plus être expliquée par un frottement ou par l'environnement ambiant. L'énergie responsable traverse l'air, les vêtements et les objets, jusqu'à atteindre la matière la plus sensible. Au lieu d'écarter l'incident comme une simple coïncidence, Spencer décide de vérifier son intuition. Le lendemain, il revient au laboratoire avec une poignée de grains de maïs non éclatés. Il se place volontairement au même endroit, à la même distance du magnétron, et attend. En quelques instants, les grains commencent à crépiter, puis éclatent brusquement, projetant du pop-corn à travers la pièce. Ce qui aurait pu passer pour une plaisanterie devient immédiatement une preuve irréfutable. L'énergie émise par le magnétron peut chauffer la nourriture sans flamme ni contact direct. Spencer poursuit ses essais avec une méthode de plus en plus rigoureuse. Il place un œuf cru dans un récipient métallique muni d'une ouverture étroite, puis l'expose aux ondes produites par l'appareil. La chaleur se développe à l'intérieur de l'œuf, la pression augmente, et en quelques secondes, l'œuf explose violemment. Un technicien imprudent reçoit le contenu brûlant en plein visage, rappel brutal que cette force invisible n'est pas dénuée de danger. L'odeur persistante de matière brûlée envahit le laboratoire, mêlant inconfort et excitation scientifique. Ces expériences successives confirment ce que Spencer commence à comprendre intuitivement. Il ne s'agit pas d'un effet secondaire du radar, mais d'un phénomène fondamental. Les ondes émises par le magnétron interagissent avec les molécules d'eau contenues dans les aliments, les faisant vibrer et produire de la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une forme de cuisson entièrement nouvelle, radicalement différente de tout ce que l'humanité connaît jusqu'alors. À ce stade, Spencer n'a pas encore conscience de l'ampleur des conséquences de cette découverte. Il sait seulement qu'il se trouve face à quelque chose d'inédit, une manière de générer de la chaleur sans feu, sans plaque chauffante et sans contact direct. Ce qui a commencé par une barre de chocolat fondu s'est transformé en une certitude scientifique. Une porte vient de s'ouvrir, et derrière elle se cache un avenir que personne n'a encore appris à nommer. Fort des preuves accumulées lors de ses expériences, Percy Spencer ne se contente pas d'observer un phénomène isolé. Fidèle à sa nature d'ingénieur, il ressent le besoin de comprendre, de maîtriser, et surtout de reproduire cet effet dans un cadre contrôlé. Il commence alors à assembler, à partir de pièces récupérées dans le laboratoire, ce qui deviendra le tout premier prototype d'un dispositif de cuisson par onde. Il ne s'agit pas encore d'un appareil domestique, ni même d'une machine élégante, mais d'une structure rudimentaire, pensée avant tout comme un outil d'expérimentation. Spencer construit une boîte métallique fermée, capable de contenir et de réfléchir les ondes émises par le magnétron. L'objectif est simple en apparence, mais complexe dans la pratique. Empêcher l'énergie de se disperser dans l'air, tout en la dirigeant vers l'intérieur d'un espace précis. Lorsque le magnétron est activé, les ondes pénètrent la chambre métallique et se mettent à rebondir sur les parois, créant un champ invisible mais extrêmement actif. À l'intérieur, des aliments sont placés pour observer leur réaction. Les résultats sont saisissants. La nourriture ne chauffe pas lentement depuis l'extérieur, comme sur une plaque ou dans un four traditionnel, mais presque instantanément depuis l'intérieur. Les morceaux de viande cuisent sans être exposés à une flamme. Les légumes deviennent chauds sans brunir, et les grains se transforment sans laisser de traces de combustion. Il n'y a ni fumée, ni crépitement, ni odeur de feu. La chaleur semble apparaître directement au cœur de la matière, comme si elle avait été invoquée plutôt que produite. Cependant, cette nouvelle forme de cuisson révèle aussi ses dangers. Certains objets réagissent de manière imprévisible. Les œufs explosent, les récipients métalliques provoquent des étincelles violentes, et certains matériaux se déforment ou se fissurent sous l'effet de l'énergie concentrée. Spencer note chaque résultat avec précision, conscient que cette force, aussi prometteuse soit-elle, exige des limites claires et une compréhension approfondie. Il ajuste le positionnement du magnétron, modifie la géométrie de la boîte et teste différents matériaux afin de déterminer lesquels peuvent contenir les ondes sans danger. Peu à peu, une idée s'impose. Ce dispositif n'est pas simplement un outil scientifique, mais l'ébauche d'un nouveau type de machine. Il s'agit d'un feu sans flamme, d'une cuisson sans contact,
d'une énergie qui agit par fréquence plutôt que par combustion. Spencer comprend qu'il vient de mettre la main sur une technologie qui ne ressemble à rien de connu. Une technologie capable de transformer non seulement la manière de cuire les aliments, mais aussi la relation entre l'homme et la chaleur. À ce stade, il ne pense pas encore à des cuisines, à des foyers ou à une utilisation quotidienne. Il est avant tout absorbé par la logique interne de ce phénomène, par la nécessité de le rendre stable, mesurable et sûr. Pourtant, sans le formuler clairement, il se tient déjà au seuil d'une révolution domestique. Dans cette boîte métallique improvisée se cache la promesse d'un avenir où le feu ne brûlera plus, mais vibrera silencieusement, changeant à jamais les gestes les plus simples de la vie humaine. Lorsque Percy Spencer présente ses travaux à l'entreprise Raytheon, la réaction n'est ni triomphale ni immédiate. Raytheon est avant tout un contractant militaire, habitué aux projets dictés par l'urgence de la guerre et par des objectifs stratégiques très précis. L'idée d'utiliser une technologie issue du radar pour cuire des aliments paraît, au premier abord, marginale, presque anecdotique. Pourtant, les démonstrations sont suffisamment convaincantes pour éveiller l'intérêt des ingénieurs et des décideurs. Une énergie capable de chauffer rapidement et efficacement la matière mérite d'être explorée, même en dehors du champ militaire. C'est ainsi que Raytheon autorise le développement d'un appareil fonctionnel basé sur les découvertes de Spencer. Le résultat prend le nom de Radarange, un terme qui associe directement cette nouvelle machine à son origine technologique. Toutefois, ce premier four à micro-ondes n'a rien de domestique. Il s'agit d'un équipement massif, mesurant plus d'un homme adulte, pesant plusieurs centaines de kilogrammes et nécessitant un système de refroidissement par eau pour fonctionner en toute sécurité. Son coût est extrêmement élevé, équivalent au prix d'une automobile neuve de l'époque, ce qui le rend totalement inaccessible au grand public. Les premiers radaranges sont installés dans des lieux très spécifiques, tels que des hôpitaux, des cantines industrielles, des navires de grande taille et certaines installations militaires. Dans ces environnements, la rapidité de préparation des repas constitue un avantage décisif et les considérations culturelles ou esthétiques passent au second plan. Les résultats sont impressionnants. Les aliments sont chauffés en quelques minutes, parfois en quelques secondes, là où les méthodes traditionnelles exigent un temps bien plus long. Malgré ces performances, l'accueil reste prudent. Le public, encore marqué par les images de destruction associées à l'énergie atomique, éprouve une méfiance profonde à l'égard de toute technologie liée aux ondes et à la radiation. Beaucoup peinent à distinguer les micro-ondes non ionisantes des radiations nucléaires, et l'idée de placer un tel appareil dans une cuisine semble, pour beaucoup, inconcevable, voire dangereuse. À cette peur s'ajoute un autre obstacle, la taille et l'apparence de la machine, qui évoque davantage une installation industrielle qu'un appareil ménager. Ainsi, malgré son potentiel révolutionnaire, le Radarange demeure cantonné à des usages professionnels. La technologie est en avance sur son temps, prête à transformer les habitudes, mais prisonnière d'un monde qui n'est pas encore prêt à l'accepter. Cette phase marque une vérité fondamentale de l'histoire des inventions. Une découverte peut être scientifiquement solide et techniquement fonctionnelle, tout en restant socialement inacceptable. Le feu sans flamme existe désormais, mais il lui reste encore un long chemin à parcourir avant de trouver sa place dans les foyers ordinaires. Introduire le four à micro-ondes dans la vie quotidienne s'avère bien plus complexe que de perfectionner ses composants techniques. Après l'apparition du Radarange dans les hôpitaux et les environnements industriels, Raytheon comprend rapidement que le véritable obstacle n'est pas seulement la taille ou le prix de la machine, mais la perception humaine. Depuis des millénaires, l'humanité cuisine avec le feu. La flamme est visible, audible, rassurante. Elle crépite, elle brûle, elle se laisse observer. Le four à micro-ondes, au contraire, propose une chaleur silencieuse, invisible, presque abstraite, ce qui provoque un profond malaise culturel. Dans l'esprit du public, les mots associés aux ondes et à la radiation restent intimement liés à la peur. Les souvenirs de la guerre sont encore récents, et la distinction scientifique entre les ondes non ionisantes et les radiations nucléaires est mal comprise. Beaucoup imaginent que les aliments chauffés par micro-ondes deviennent dangereux, altérés ou contaminés par une énergie mystérieuse. Cette méfiance ne repose pas sur des faits, mais sur une intuition émotionnelle très forte, nourrie par l'invisible. Ce que l'on ne voit pas inspire rarement confiance. Parallèlement à cette peur, un autre frein se manifeste dans les foyers. La tradition. La cuisine n'est pas seulement un acte pratique, mais un rituel culturel transmis de génération en génération. Casseroles, fours, plaques chauffantes et odeurs de cuisson lente font partie de l'identité domestique. Le micro-ondes, avec son bourdonnement discret et sa rapidité presque brutale, semble menacer cette continuité. Pour beaucoup, chauffer un repas en quelques minutes paraît artificiel, voire contraire à l'idée même de préparer de la nourriture. Conscientes de ces résistances, les entreprises commencent à travailler sur la transformation progressive de la technologie. Les ingénieurs s'efforcent de réduire la taille des appareils, d'améliorer leur sécurité et de simplifier leur utilisation. Les magnétrons deviennent plus efficaces, les systèmes de blindage plus fiables et les dispositifs de commande plus intuitifs. En parallèle, les coûts de production diminuent lentement, rendant l'appareil moins inaccessible. L'adoption se fait d'abord de manière discrète, dans des lieux où la rapidité prime sur la tradition, comme les salles de pause d'usine, certains restaurants et les foyers où le temps manque cruellement. Peu à peu, l'idée s'installe que le four à micro-ondes n'est pas un remplaçant du feu,
mais un complément. Il ne supprime pas la cuisine traditionnelle, il la contourne lorsque la situation l'exige. Cette nuance, essentielle, marque un tournant. La machine cesse d'être perçue comme une menace et commence à être envisagée comme un outil. À ce stade, la révolution reste incomplète, mais elle est en marche. Le four à micro-ondes n'a pas encore conquis les cuisines familiales, mais il a franchi une étape décisive. Il a survécu à la peur initiale et commencé à trouver sa place dans un monde encore hésitant face à l'invisible. Avant de poursuivre cette histoire, prenez un instant pour réfléchir et dites-nous ce que vous pensez de cette invention étonnante, puis partagez votre opinion en laissant un commentaire. À la fin des années 1960, un changement décisif s'opère enfin. Après des décennies d'expérimentation, d'hésitation et d'ajustements progressifs, le four à micro-ondes franchit le seuil du foyer familial. En l'année 1967, une version suffisamment compacte, fiable et relativement abordable est présentée au grand public. Pour la première fois, cette technologie née dans l'ombre de la guerre trouve sa place sur un plan de travail domestique. Elle ne domine pas la cuisine, elle s'y glisse discrètement, promettant rapidité et simplicité plutôt que spectacle. Cette arrivée transforme immédiatement les habitudes. Le temps consacré à la préparation des repas se contracte. Réchauffer des restes ne demande plus de surveillance attentive, décongeler des aliments devient une opération prévisible, presque mécanique. Autour de cette nouvelle possibilité se développe une industrie entière. Les aliments surgelés et prêts à l'emploi se multiplient, conçus spécifiquement pour répondre aux contraintes et aux avantages de la cuisson par micro-ondes. Les supermarchés se réorganisent, les emballages changent et la notion même de repas évolue, passant d'un rituel long à une activité adaptable au rythme accéléré de la vie moderne. L'impact dépasse largement la cuisine. L'architecture des logements s'adapte, intégrant un espace dédié à cet appareil silencieux. Les horaires de travail, les pauses, les habitudes familiales se modifient subtilement. Pour des millions de foyers, le micro-ondes devient un outil de liberté, permettant de manger à des heures différentes, de réduire les contraintes et de gagner du temps dans un quotidien de plus en plus fragmenté. La révolution ne se manifeste pas par un bouleversement brutal, mais par une accumulation de petits changements qui finissent par redéfinir la normalité. Au cœur de cette transformation, Percy Spencer reste une figure étonnamment discrète. Il ne devient pas une célébrité mondiale, ne construit pas d'empire personnel et ne cherche jamais à se présenter comme l'homme ayant changé la manière de cuisiner. Il continue son travail d'ingénieur, dépose de nombreux brevets et contribue à l'amélioration des technologies radar et électroniques. Son invention la plus célèbre, celle qui entre dans presque toutes les cuisines, demeure pour lui le résultat naturel d'une curiosité suivie jusqu'au bout, et non l'objectif d'une ambition préméditée. L'histoire du four à micro-ondes révèle ainsi une vérité profonde sur la nature des grandes inventions. Elles ne naissent pas toujours d'un plan clair ou d'une vision grandiose. Parfois, elles émergent d'un détail ignoré, d'un accident observé avec attention, d'une question simple posée au bon moment. Une barre de chocolat fondue dans une poche devient le point de départ d'un changement mondial. Non pas parce qu'elle était extraordinaire, mais parce que quelqu'un a pris le temps de se demander pourquoi. Aujourd'hui, le léger bourdonnement et le signal sonore qui annonce la fin d'un cycle de cuisson sont devenus si familiers qu'ils passent presque inaperçus. Pourtant, derrière cette banalité se cache une chaîne d'événements improbables, reliant un laboratoire militaire, une curiosité individuelle et la transformation silencieuse de la vie quotidienne. Le four à micro-ondes n'est pas seulement un appareil ménageur. Il est le témoignage vivant de la puissance de l'observation humaine face à l'inattendu. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Dites-nous maintenant ce que vous pensez de cette invention née du hasard et partagez votre point de vue en laissant un commentaire.